Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de l'impasse à l'impact. Comment réaliser les objectifs de son département dès maintenant. J'espère que tout le monde va bien. Alors, avant de démarrer, est-ce que tout le monde nous entend bien? Vous avez une petite section de chat sur votre droite dans laquelle vous pouvez parler avec nous. Donc, Anthony, Bibiane, Gaillardo, Tardy, Yasmine, voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit message. On va checker que tout va bien pour tout le monde. Donc, c'est parfait. Je vois. Bonjour Tardy, impeccable. Anthony, parfait. Bonjour. Yasmine, bonjour. Super. Donc, Bibiane aussi, vous nous entendez. Parfait. Bienvenue à tous. Super. Bon, bah top. Tout le monde nous entend, donc c'est parfait. Alors, encore une fois, bienvenue à chacun d'entre vous à cette conférence. Alors, juste pour introduire les choses, je suis accompagné donc, de Lydia et Antoine. Bonjour. Voilà, qui vous disent bonjour, qui voient vos messages également. Donc, je ne suis pas l'expert aujourd'hui pour cette conférence, c'est vraiment Lydia et Antoine. Et donc, ils vont parler après dans quelques minutes, se présenter et puis vous donner toutes les informations nécessaires pour ce webinaire. Mais avant de démarrer, on aurait aimé en savoir un petit peu plus sur vous et vous poser 3 questions. Pourquoi 3 questions? Pour en savoir un petit peu plus sur vous, pourquoi vous êtes là et surtout que cette conférence soit l'opportunité en fait de vous donner un maximum de retours d'expérience en fonction de vos enjeux. Et donc, on aimerait que vous répondiez à ces 3 questions dans un même message si c'est possible et vous pouvez nous mettre également votre prénom. La première de ces questions, c'est dans quel business êtes-vous? Quelle est votre activité? Est-ce que vous êtes DRH d'une PME industrielle? Et peut-être nous expliquer également ce que vous commercialisez, ça peut être intéressant. Et deuxième question, votre obstacle numéro 1 qui bloque la réalisation des objectifs. Donc là, essayez d'être assez concret. Plus vous allez être concret, plus Lydia et Antoine vont pouvoir vous donner des réponses. Et ensuite, quelle est votre échéance? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler dès la fin avant la fin de l'année, où on doit réaliser cet objectif avant la fin de l'année, ou c'est plus des objectifs pour 2025 par exemple? Donc, on va prendre quelques temps pour vous laisser répondre et on va regarder vos réponses. Donc, tout ça, vous pouvez le mettre dans le chat. Vous pouvez faire des réponses assez succinctes. On comprend que c'est à l'écrit. Il y aura l'occasion d'en discuter plus longuement plus tard. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez nous répondre dans le chat. On va attendre quelques réponses. Pour ceux qui viennent de se connecter, on vous pose 3 questions avant de démarrer la conférence pour en savoir un petit peu plus sur vous et surtout par rapport à vos enjeux. Donc, on vous pose 3 questions. Le business, c'est quoi votre business ou votre activité? Votre obstacle numéro 1 qui empêche la réalisation des objectifs et l'échéance, est-ce que c'est une priorité immédiate ou est-ce que c'est plus pour 2025 par exemple? Donc, Tardy, conseil et management de transition en finance, d'accord. Besoin d'identifier les cibles pour prospecter et les prioriser. Donc là, ce que je comprends, Tardy, c'est qu'il y a un objectif commercial qui doit être important pour vous. Ça, si j'ai bien compris, je pense que ça doit être ça. Dites-nous si c'est ça. OK, lancement d'activité. Alors, je pense qu'il y aura des éléments pour vous durant la conférence. Très bien. Yasmine,
Donc, responsable Exop, DSI, obstacle, il y a toujours des sujets plus urgents que les projets d'amélioration, échéance fin d'année. D'accord, donc là, il y a eu une urgence. Antoine, Lydia, n'hésitez pas à me couper si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc, Ouais, ce que allez-y, j'entends Antoine. euh, chez Yasmine, c'est elle a des projets à mener et que tout le monde se focalise plutôt sur l'opérationnel que sur des projets d'amélioration, dans le sens où c'est des projets qui sont connexes avec une échéance plus tard. C'est ça que j'entends. Yasmine qui nous dit oui, exactement. Ok, très clair. Yasmine, merci pour votre retour. Pour les autres, je vous laisse, hein, Anthony, Bibiane, Isabelle, Gaillardo, voilà, n'hésitez pas. Dominique également. N'hésitez pas à nous mettre vos informations. Ok, donc Bibiane, marketing manager, secteur pharma, manque de motivation et d'implication des équipes. Et là, c'est plus pour 2025. Est-ce que vous avez besoin de plus d'infos, Lydia et Antoine? C'est manque de motivation et d'implication à propos de quel sujet sur, Ouais. sur, 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 sur quel type finalement d'objectif à réaliser, si c'est possible d'avoir ça. Voilà. Viviane, je vous laisse répondre. Pendant ce temps-là, on va traiter Anthony, qui nous dit chargé de projet marketing dans une entreprise de fourniture, production de mise à la terre pour les professionnels du BTP. Objectif principal, générer des ventes e-commerce. Problème, forte baisse de vitesse sur l'été, malgré un SEO et un trafic a priori au vert. OK, donc là, c'est des questions commerciales également pour vous, Anthony, hein, et l'échéance immédiate. OK, donc là, il y a une urgence. Je pense que c'est plutôt clair pour la problématique vraiment du commercial. Ensuite, Bibiane. Donc, Bibiane nous répond décalage entre objectifs globaux et objectifs personnels et individuels. OK. Très clair. Ça, je crois que vous le traitez, Lydia, plus tard dans la conf pour que Oui. tout ça soit centralisé. Dominique, j'anime un pôle de compétences et d'expertise dans le management de transition, pas d'attente particulière, je fais de la veille, donc là également, Dominique, donc vous aurez des informations. Donc je pense on est plutôt bon sur toutes les personnes qui sont présentes. De toute manière, si vous souhaitez, voilà, tout au long de la conférence, mettre votre problématique pour que Lydia et Antoine puissent la traiter, vous pouvez y aller. On est attentif au chat. Pour ceux qui... On reviendra, hein, sur votre problématique à la fin. On essaiera de passer un petit peu de temps avec Lydia et Antoine sur chacune de vos problématiques pour vous donner un retour d'expérience. Mais je vais les laisser démarrer la conf et se présenter. Donc, je vous dis à tout Merci. à l'heure. Merci beaucoup Pablo pour l'introduction. Et merci à vous d'être présent. Donc, moi, je m'appelle Antoine Jules, je suis le dirigeant et l'associé principal dans le cabinet que je représente aujourd'hui, qui s'appelle Elite Partners, qui fédère voilà, une quarantaine d'experts. Hein. On est 8 salariés et une quarantaine d'experts qui gravitent autour et qui interviennent pour nous sur des missions. Elite Partners, c'est aussi une société qui s'est constituée au fur et à mesure du temps, qui est partie au départ d'un cabinet de formation et qui ensuite a développé des compétences à la fois en recrutement, en placement de missions de transition, en conseil et en pilotage de transformation, avec des points sur le développement des compétences des personnes en formation et action sur site. C'est la partie coaching, développement des ressources et de la capacité des gens à se mettre en action, notamment sur des plans de transformation. C'est un des objets dont on va discuter aujourd'hui, puisque c'est Lydia aussi qui est la patronne de ce département-là. Quelques mots sur LI Partner en plus. La vision qu'on a, nous, c'est que dans les projets, notamment de changement ou d'accomplissement d'objectifs dont on va parler aujourd'hui, ça génère chez certains, à un moment donné,
une impasse, et cette impasse, elle amène à avoir ça peut générer de l'anxiété. Voilà. L'anxiété parce que la vision est trop basse, on voit pas, on voit les obstacles plutôt que les opportunités. De l'anxiété parce que on peut avoir des difficultés à trouver les ressources pour dépasser ces fameux objectifs, ou tout simplement manquer de temps. Et c'est pour ça que chez Elite Partner, on développe ce qu'on appelle, nous, le leadership comme une possibilité pour pouvoir générer de l'énergie, du pouvoir, pour pouvoir faire en sorte de dépasser ces objectifs et mettre en action les gens sur des plans d'accomplissement, quelle que soit la culture en place sur le changement. Et le leadership, on voit ça comme un domaine conversationnel dans lequel on amène les leaders à créer un avenir comme une possibilité dans lequel les gens s'engagent et ont envie de passer à l'action parce qu'ils voient des possibilités là où ils n'en voyaient pas. On va en parler aujourd'hui. Moi, je représente aussi la partie transformation chez Elite Partner, où on accompagne quelques ETI dans leur plan de transformation de manière globale, et quelques grandes entreprises aussi où on participe à une partie des plans. On va vous en parler tout à l'heure. Lydia, je te laisse peut-être la main pour te présenter. Donc, je suis Lydia Mazuko, je suis associée et je m'occupe donc de cette partie action sur site et valorisation. Et je travaille depuis déjà pas mal d'années avec les équipes, avec les individus aussi, encore une fois, à se coordonner. Comment est-ce qu'ils arrivent en équipe finalement à collaborer, à développer les actions, à les maintenir dans le temps. Et donc, c'est toute cette expérience-là que je vais vous partager aujourd'hui avec un fil rouge et des cas concrets qu'on accompagne pour le coup, deux entreprises, voilà, factuellement sur comment est-ce qu'on le fait. Juste pour préciser le fonctionnement, on a un cycle de conférences de 5 conférences. Aujourd'hui, c'est la 3e de ce cycle sur ce qu'on a appelé l'avenir des organisations, avec un sujet qu'on a intitulé de l'impasse à l'impact, comment réaliser les objectifs de son département dès maintenant, sachant que voilà, on est au mois de septembre, même fin septembre, par rapport à une année qui se termine pour la majorité des entreprises à fin décembre. Donc, il reste, on va dire, un tiers de l'année, ou un quart, ça dépend comment on peut le regarder. Et c'est justement à ces endroits-là ou à ces moments-là où beaucoup d'entreprises ou beaucoup de personnes, à un moment donné, se posent la question de comment, dans un temps réduit, finalement, je peux quand même continuer et accomplir mes objectifs, même si auparavant, ben voilà, il y a un manque, on a du retard à rattraper, ou alors on est en phase, mais on voit des perturbations en face, et donc du coup, on se pose des questions sur comment embarquer les équipes, ou comment moi j'accomplis mon plan d'action dans l'enthousiasme et dans l'énergie ou la sérénité pour réussir mes challenges et les ambitions que je me suis fixées. Voilà, donc on va vous parler de tout ça pendant ces 3 quarts d'heure. Évidemment, on va parler de cas aussi spécifiques à notre façon de fonctionner. Voilà, j'espère que vous allez entendre quelques éclairages. Si ce n'est pas suffisant ou si vous voulez compléter aussi, on vous offre la possibilité de prendre un rendez-vous individuel parce qu'on va vous parler de manière aussi assez large, même si ça va rentrer, ça va être spécifique, mais pour comment est-ce qu'en fait, en gros, on peut appliquer ça à votre quotidien et quels résultats en attendre. Donc voilà, donc on vous invite à prendre rendez-vous quand vous voulez avec nous pour qu'on puisse aller peut-être vous donner des éclairages plus complets et vous donner une marche à suivre que vous pourriez suivre. Voilà. Et le mois prochain, alors il n'y a pas la date, pourtant on l'a calé, c'est Alexandre qui est le directeur compétences et formations qui vous parlera cette fois-ci de leadership et d'empowerment pour pouvoir développer la capacité à embarquer les équipes. Juste avant de laisser la parole à Lydia, un constat par rapport à l'accomplissement des objectifs, et notamment dans les plans de transformation. Il y a des études qui existent, qui ont été menées par 2 grands cabinets, un qui est très connu en ce moment, qui s'appelle McKinsey, et l'autre qui s'appelle Wellington, qui font le constat, en interrogeant les clients, c'est que quand on ne met pas de conduite du changement, dans les projets, en général, 74% échouent. Et ils échouent quand on prend 3 grands critères. Le premier critère, c'est qu'ils dépassent le budget. Ils consomment plus de ressources que prévu à l'origine. Et ça, c'est 58%
des projets dépassent finalement le budget original. 65% ne tirent pas tous les bénéfices, c'est-à-dire qu'au départ du plan de transformation ou de l'accomplissement des actions, on projette un certain résultat, retour sur investissement, et 65% n'en tirent pas tous les bénéfices, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça manque. Et 63% des projets ne sont pas achevés dans les délais, dans le sens où voilà, ça doit prendre 3 mois, finalement ça en prend 5. Alors on est très content, on a accompli le projet, mais ce n'est pas dans les délais, et forcément ça a des impacts sur les autres départements, ça a des impacts sur les personnes, et notamment sur la capacité des gens à avoir confiance dans l'organisation et en eux-mêmes pour accomplir les objectifs. Et de l'autre côté, quand on met de la conduite du changement, les bénéfices, c'est qu'on a 6 fois plus de chances d'atteindre les objectifs, 78% de chances de respecter les budgets et 69% de chances de respecter les délais. Donc la conduite du changement dont on va vous parler aujourd'hui, dont fait partie finalement ce qu'on va vous proposer, ce qu'on propose aux organisations, c'est le fait de soutenir l'accomplissement d'un projet en accompagnant les personnes à se dépasser pour réussir à se mettre en action dans le délai convenu avec le ROI à l'origine convenu. Voilà, si je fais un schéma synthétique. Et pour ça, ensuite, du coup, on va vous parler, c'est Lydia qui va vous parler, des stratégies qu'on a mis en place chez certains types de nos clients pour pouvoir faire en sorte de les aider dans un temps contraint à réaliser leurs objectifs et à mettre en mouvement les équipes. Merci Antoine. Alors effectivement, je vais vous proposer à travers un fil rouge, un premier fil rouge, qui est une filiale d'un groupe d'ascensoristes. Et puis, on aura un deuxième fil rouge que je proposerai aussi en éclairage, où là, on est dans un univers ETI Pharma sur de la production. Et donc, dans ces fils rouges, il y en a un qui est plus autour du commerce, de l'animation et du management du commerce. Et puis, donc ça, c'est pour l'ascensoriste. Et puis, une deuxième partie sur la production qui est un peu plus sur le management, en lien avec l'amélioration continue. Ça peut parler à différents de vos sujets que vous avez exposés. Comment je vais m'y prendre? Je vais vous parler du contexte de l'entreprise, de ce groupe d'ascensoristes qu'on accompagne, qu'on est en train d'accompagner pour le coup, on est dedans. Donc du contexte, je vais vous parler aussi de la problématique de cette entreprise. Et puis ensuite, on ira sur les 3 piliers. Le pilier 1, comment on a travaillé d'abord à changer le regard et la perception. Le pilier 2, la nouvelle dynamique avec les actions et les petits pas et comment ça se met en place. Et puis le 3e pilier qu'on découvrira ensemble sur la consolidation. Comment est-ce qu'on fait pour consolider, pour développer cet accompagnement. Et puis on fera un dernier point sur les enseignements et puis les résultats que ça apporte. Donc, si je commence sur la partie contexte, alors de ce fil rouge ascensoriste, là, on est, et ça va parler à certains, j'ai vu qu'il y avait de la prospection, il y avait des parties vente e-commerce qui étaient en perte de vitesse, distinction entre les objectifs globaux et les objectifs perso et individuels. Donc, cet ascensoriste, cette filiale, le contexte de cette filiale, c'est une chute du marché des promoteurs de la promotion immobilière, donc du neuf, qu'ils adressent. C'est la filiale en elle-même, une succession de rachats d'entités avec des marques régionales, une forme, je vais dire ça comme ça, de baronnie où chacune des agences finalement fait un peu à sa façon. Donc, une hétérogénéité de fonctionnement. Une érosion aussi des clients qui partent de plus en plus à la concurrence, notamment dans les contrats de service. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau directeur commercial qui arrive, un DG aussi qui prend le poste pour le coup.
Et donc, perte de CA, perte de marge, perte de motivation. Ils arrivent finalement, et c'est pas nouveau, ils arrivent en milieu d'année et ils nous disent on a un problème, on a besoin de décoper, on a besoin d'adresser le sujet. Si je me mets depuis leur regard, depuis le directeur commercial, il met en place des nouveaux objectifs, une nouvelle dynamique. Il demande aussi de suivre dans le nouveau CRM les différents éléments pour pouvoir les piloter, pour pouvoir faire des retours aux équipes. Il met en face un plan de rémunération qui fait que ça permet de motiver tout le monde. Et puis, il voit qu'il y a des résistances, qu'il n'arrive pas, et en tout cas, il a des difficultés à fédérer, à animer finalement la prospection et le développement commercial. Hein. Le sujet, il est de redévelopper la prospection et le développement des nouveaux clients notamment. Et puis, il rencontre des résistances. On lui dit qu'il n'y a pas le temps. On lui dit qu'il n'y a pas les ressources. Et puis, d'abord, il faut s'occuper d'assurer le service, le contrat de service, la partie technique pour le coup. Et donc, il se dit, avec le DG, on va déjà former les commerciaux pour le coup. Sauf que si on forme les commerciaux uniquement, les commerciaux, ils vont revenir dans leur environnement, dans le même environnement. Et finalement, dans ce même environnement, s'il n'y a pas de mouvement initié, d'animation un peu différente initiée de la part notamment des directeurs d'agence, c'est un peu comme un enfant qui développe, si je fais un parallèle, qui développe des capacités, qui fait du vélo, qui apprend à faire du vélo. S'il revient dans sa famille et puis qu'il n'en fait jamais et puis qu'il n'y a pas de balade avec les parents, il va finalement revenir à l'état initial et peut-être même ne jamais utiliser ses compétences, ses savoir-faire sur le vélo. Et donc, le sujet, la perte de valeur, elle se trouve au niveau du management, des directeurs d'agence aussi, qui eux-mêmes finalement participent au blocage et font en sorte que l'environnement finalement il ne bouge pas. Et donc, même si on développe les commerciaux, ils vont revenir dans un environnement qui est le même, qui ne bouge pas, et ils vont revenir finalement à leur état initial. Et le sujet pris par les directeurs d'agence, hein, si je le schématise, c'est pour plus perdre de clients, puisque je vous ai dit qu'il y avait une perte de clients, donc il y a une perte de CA, on n'est pas aux objectifs, il y a une perte de motivation aussi. Ils nous disent, pour plus perdre de clients, finalement, il faut mieux les servir. Et donc, il faut passer plus de temps à développer les ressources techniques, etc., pour mieux servir nos clients actuels. Et finalement, la prospection, c'est annexe, on n'a pas le temps de le faire, c'est pas le moment. Et donc, ils font toujours plus de la même chose, qui entraîne encore un peu plus, finalement, le panier percé, et avec la fuite qu'on régénère pas. Là où on peut voir un mimétisme avec les partages, enfin vos partages, dans le sens où il y a un désalignement des objectifs entre la vision du directeur commercial qui veut conquérir des parts de marché et celle de ses équipes qui veulent déjà conserver les clients actuels sur lesquels ils sont payés, sachant que la prospection en général n'est pas payée, et que le plus urgent pour eux, c'est de conserver cette clientèle et de servir déjà bien les clients. Et donc, du coup, on voit qu'il y a déjà des sujets où on rajoute finalement un projet et un objectif finalement de développer des parts de marché ou de développer la prospection à des équipes qui sont déjà dans l'opérationnel avec leur boulot et déjà focus sur leur feuille de route qui est d'assurer à la fois le service et de réussir le fait de déjà conserver la clientèle existante. Et donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour engager finalement le mouvement? C'est le fameux pilier 1 où on va déjà changer le regard. Et comment est-ce que on va le faire? On va d'abord traiter aussi en parallèle de la formation des commerciaux avec les directeurs d'agence. Et comment les aider? Donc, on les a accompagnés, on les a accompagnés à changer de priorisation et à mettre finalement la prospection au cœur.
au cœur du sujet, au cœur de l'animation. Comment est-ce qu'on s'y est pris? Alors, plusieurs leviers à partager avec vous. Déjà, on s'y est pris dans la forme, les modalités, au cours de séminaires. Ça peut être des workshops, ça peut être différentes modalités. Il y a une première démarche qu'on a structurée, c'est qu'on a une démarche un schéma et une démarche de management où on met en lien le développement des compétences avec ce que ça amène à développer de nouvelles parties d'activité et en lien avec les résultats et donc les liens de cause à effet entre développement des compétences, changement ou réadressage finalement d'activités, de priorisation d'activités différentes qui vont développer les résultats attendus, les perfs attendus. Déjà, alors il y a plusieurs leviers pour le faire. C'est donc en s'appuyant sur cette démarche-là, en la clarifiant, en les aidant vraiment à faire le cheminement, les liens de cause à effet pour le coup, et donc d'aller sur l'activité et sur le développement des compétences. Un levier, ça a été aussi de partager avec eux la vision qu'avaient leurs commerciaux de comment ils percevaient et comment ils perçoivent la prospection. Donc, ils avaient des leviers d'action très concrets. Donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième point aussi, c'est d'apporter de l'inspiration. Et l'inspiration, alors là, on l'a fait dans ce cas-là comme ça, mais ça peut être fait de différentes façons, benchmark, partage des bonnes pratiques. Là, on l'a fait en faisant intervenir aussi un de nos clients qui, lui, a cette démarche de prospection et donc qui a partagé comment ils animaient ça dans leur contexte, qui était un contexte différent de l'ascensoriste. Et donc là aussi, ça leur a donné finalement une inspiration, une incarnation partagée par quelqu'un d'autre. Donc, c'est donner de l'inspiration, donner la vision sur comment est perçue la prospection et où sont les leviers de leurs commerciaux, de leurs équipes commerciales. Et puis le troisième point que je vous disais, c'est vraiment s'appuyer sur une démarche de management pour permettre de développer ces liens logiques. On avait aussi la présence du sponsor, le DG pour le coup, et puis la présence du directeur commercial qui embarque et souhaite embarquer les équipes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pilier 1? Finalement, on régénère l'énergie. C'est difficile de prospecter. C'est difficile aussi, si je fais le parallèle sur l'amélioration continue, finalement de ne pas replonger dans le quotidien. Donc, ça permet d'engager, ça permet de dessiner finalement un chemin, un plan commun, et puis des plans d'action individuels et de ressortir énergisé de ce moment partagé. Donc ça, c'est le premier pilier et ça change le regard et la perception et ça met au cœur finalement de la dynamique l'activité de prospection. Donc ça, c'est un premier état de changement. Le deuxième pilier pour continuer finalement cette première dynamique, donc on forme les commerciaux, on prend les directeurs d'agence pour les faire travailler ensemble, s'inspirer, regarder les choses différemment. Encore une fois, si c'était si facile de changer, ils changeraient, ils ont leur plan d'action, ils repartent avec. Là, il y avait donc le pilier 2, cette nouvelle dynamique, c'est les petits pas finalement. Je vous ai parlé de baronnie. Chaque agence finalement fonctionne un peu à sa façon. Et donc, ils ne partent pas tous du même endroit. Tous, ils ont cette énergie qui a été donnée. Le pilier 2, ça va être de les aider avec du suivi, de les aider avec du coaching individuel, notamment, et collectif, des moments finalement où on va les aider à continuer d'installer cette nouvelle dynamique par le pilotage, par le coaching des directeurs, à les projeter, à avoir cette image claire des actions à mener, et puis aussi qu'ils se reprojettent pour aller plus loin, puis qu'ils continuent de s'engager, parce qu'ils ont pris des engagements aussi, comment ils les mettent en place, puis traiter les points durs avec eux,
individuellement, d'équipe, personnellement aussi, de ce qui fait que ça peut les bloquer. Donc, c'est du soutien. En fait, on les aide à soutenir et à sortir du quotidien, hein, de l'opérationnel pour garder le cap et pour soutenir. Et c'est vraiment fait avec une démarche aussi de comment on peut soutenir. On n'est pas là pour le reporting, où est-ce que tu en es de tes actions, mais plutôt comment je peux te soutenir à ancrer un peu plus. Et aussi, super important, je ne l'ai pas précisé, c'est comment déjà distinguer les petits pas qu'ils ont fait. Je vais donner des exemples. Ils ont tous bougé. Ils ont tous bougé. On a fait ces suivis individuels, hein, pour le coup. Ils ont mis en place, pour certains, il n'y avait pas de rituel avec leurs commerciaux, pas de rituel autour de l'animation de la prospection et du développement commercial. C'était plus informel. Et ben, ils ont remis en place ces rituels-là. Alors, il y en a, ils l'ont remis mensuellement. Il y en a d'autres, ils l'ont remis de façon hebdomadaire. Ils ont dégagé du temps, ils ont réussi à dégager du temps et à s'impliquer pour animer cette partie-là. Je vais donner même un exemple. Encore une fois, ils partent d'endroits différents. Donc, le sujet n'est pas d'homogénéiser et qu'ils fassent tous la même chose dans un premier temps. Il est déjà de les aider à ancrer les petits pas et les actions qu'ils mettent en place et de voir qu'il y a de la valeur. Et il y a déjà énormément de valeur à le générer. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un directeur qui a plus de 30 ans de boîte et qui fait toujours de la même façon finalement. Et on pouvait l'identifier en disant, lui, ça va pas bouger beaucoup. Et il a mis en place cette animation mensuelle avec son équipe de commerciaux. Il a accentué le suivi aussi pour que ses commerciaux fassent 2 visites par semaine et le suivent, fassent 3 rendez-vous clients aussi, et il s'est mis à animer cette partie-là. Il a aussi développé sur la partie contrôle technique réglementaire. Il a un vrai savoir-faire sur cette partie-là. Il a pris les cas clients et puis il les travaille avec les équipes commerciales. Il va même plus loin parce que finalement, il est sur l'Île-de-France et il prend d'autres agences aussi. Il a proposé à d'autres agences aussi de venir sur ces sessions-là. Donc, il met ces sessions-là en place. Et nous, on soutient ces actions-là. On aide encore une fois à clarifier les priorités et puis à déverrouiller le fait que finalement, on revient dans son environnement et puis on refait, finalement, on refait ce qu'on sait faire et on ne fait pas le changement. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Voilà. Et il y a un troisième pilier qui va être sur la consolidation. Donc, la consolidation, c'est comment finalement les aider à mettre encore plus en place les actions, les changements avec le sponsor, avec le directeur commercial. Dans ce cas-là, je fais mon cas affilé pour le coup. Donc, à la fois, on travaille avec les commerciaux, avec de la formation, de l'accompagnement et aussi du suivi dans le temps que nous, on accompagne. On accompagne les directeurs d'agence aussi en faisant du coaching régulièrement, du suivi, du soutien, des moments avec eux. Et on fait aussi du suivi du directeur commercial. Et donc, par itération et puis par cascade, finalement, on va aider les commerciaux, on va débriefer sur les commerciaux avec les DA et entraîner les DA à continuer de mettre les actions en place, faire du retour d'expérience, qu'est-ce qui ne marche pas, c'est quoi mes blocages, de façon spécifique, puisque chacun a des niveaux différents pour le coup. Et on boucle aussi avec le directeur commercial en l'accompagnant à mettre de la clarté sur comment suivre cette transformation. Il a plein de sujets, il a plein de choses à faire, il pourrait partir aussi dans beaucoup de directions. On va l'aider à mettre les 20-80, les actions qui vont avoir le plus d'impact pour aider les équipes et soutenir cette transformation. Et comme le débrief, il est fait, il y a du soutien qui est fait au niveau des commerciaux, des DA, du directeur commercial avec du débrief et des visions croisées aussi de ces équipes et de comment ils peuvent aider à quel endroit leurs équipes, les DA avec leurs commerciaux, le directeur commercial avec l'ensemble de ces DA, une quinzaine de directeurs d'agence. Ça permet aussi d'entraîner un peu plus les actions.
par exemple, pour vous donner ce cas précis, le directeur commercial, il a clarifié 3 grandes actions nationales qui allaient avoir de l'impact au niveau des équipes, à savoir sur la partie CRM, aider finalement en fluidifiant, en facilitant des dashboards pour que ce soit facile à suivre l'activité des commerciaux, les indicateurs d'activité et de résultats. Mettre en place aussi un challenge commercial pour aider cette motivation et cet engagement finalement à développer les rendez-vous, les propositions, la partie prospection et nouveaux clients. Et puis, une aide aussi sur un irritant qui était là au niveau technique et un gros levier de chiffre d'affaires, de développement de chiffre d'affaires, qui est tout ce qui est contrôle technique réglementaire, où là, il a mis une ressource en place, il met une ressource en place pour aider le chiffrage de devis et puis pouvoir faire entrer le chiffre d'affaires. Il mutualise pour le coup les ressources. Et il a aussi un plan d'action individuel où il peut accompagner, renforcer et soutenir ses directeurs d'agence, chacun à leur niveau et où ils en sont pour le coup. Et là, c'est spécifique aussi. Typiquement, si je fais la suite du directeur d'agence dont je vous parlais, plus globalement sur l'Île-de-France, il y a 3 directeurs qui partagent des expertises différentes sur la capacité à répondre à des appels d'offres publics, la capacité à chiffrer les travaux pour une autre des agences. Et puis le 3e, c'est sur la présentation et la capacité à savoir présenter au niveau des clients dans le cadre de la vente. Et bien ça, il aide et il soutient ces partages-là au niveau de ces agences de l'Île-de-France pour renforcer et soutenir cette dynamique de changement. Si je fais le lien aussi avec le 2e exemple d'entreprise qu'on accompagne, l'ETI pharmaceutique, une société de pharmaceutique, de production pharmaceutique, de produits pharmaceutiques, c'est au niveau du management qu'on a accompagné. Et là, pareil, on ne forme pas uniquement les managers, il y a superviseurs, responsable d'activité, responsable de production, et ben c'est comment finalement on va accompagner chacune des strates, à la fois avec de la formation et à la fois avec du débrief, des visions croisées aussi, pour que chacun puisse accompagner la strate du dessous sur les bons items. Peut-être qu'on peut commencer à répondre aux questions parce que je vois qu'il est 13h39. Juste en termes de résultats, sur ce que ça permet, on est là sur l'ascensoriste. Il y a un rattrapage du retard commercial pour le coup. En général, quand on fait des actions comme ça, on est entre plus 14 à plus 21 d'augmentation de chiffre d'affaires. C'est une cote mal taillée. Et puis, sur la partie industrielle, ça a permis d'accompagner les managers aussi de cette façon-là. Sur la courbe de tendance d'activité, on a une progression continue sur l'année et puis plus 20% en volume. Au-delà de ça, et je vais faire un lien avec une question que j'ai vue, je crois que c'est Yasmine, sur la préoccupation de l'amélioration ou de l'amélioration continue, le fait qu'il y a toujours des sujets, il y a toujours l'opérationnel qui est le plus urgent. Le fait de travailler sur le management et de permettre aux équipes de management dans le cadre de l'unité pharmaceutique, ils avaient perdu les rituels, il y avait une ambiance qui était à l'époque qui était pas bonne. On sortait du Covid, enfin, il y avait toute cette perte de rituel de management pour le coup. Et donc, on a remis ça en place. Et le fait que les managers de chaque strate puissent être suivis
qu'on puisse débriefer avec ceux de la strate du dessus pour savoir comment soutenir un peu plus ses équipiers. On a aussi mis en place des moments entre les superviseurs, entre les RA, les responsables d'activité, et entre les responsables de production, pour aussi partager sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas, retour d'expérience, comment est-ce qu'on peut développer et comment on peut se coordonner. Ça permet aussi de dégager finalement de l'opérationnel pour être prêt quand il y a des actions, des projets d'amélioration à mener. Okay. Alors, on vous pose la question, voilà, est-ce que vous avez des questions sur soit les expériences qui ont été menées, qu'on a menées, et peut-être que vous avez des questions sur des points spécifiques. Pour faire le lien avec vos sujets à vous. Ouais. Ou ben voilà, on essaie aussi peut-être de proposer d'échanger sur votre sujet de manière plus profonde, et apporter un éclairage plus important. Donc la question, c'est est-ce que vous avez des questions? Nous rejoindre d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que Pablo soit là. Si. Okay. Si, je suis là parce que ce qu'on peut faire, c'est revenir sur. Alors, je vais activer ma caméra. C'est revenir sur les problèmes qui ont été mises au début. Par exemple, sur Yasmine, avec le fait qu'il y ait des sujets plus urgents que les projets d'amélioration. Est-ce que là, Lydia ou Antoine, vous auriez un petit conseil à lui donner, un autre retour d'expérience pour avoir des pistes pour démarrer dès maintenant? Parce que de ce que Yasmine nous a mis, il y avait une échéance qui était la fin de l'année, donc il y a quand même urgence. Ouais. Bon, pour répondre à ce sujet-là, moi, j'ai déjà plusieurs questions. C'est parce que les projets d'amélioration, comment est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont rattachés? C'est-à-dire la cellule d'amélioration continue dans la DSI, est-ce qu'elle est rattachée au patron, dans le sens où l'amélioration continue fait partie finalement d'une feuille de route dans laquelle il y a aussi des objectifs à tenir? Ça, c'est une première question, parce que quand on intervient, et on intervient actuellement dans une entreprise pour l'amélioration continue, ça faisait 10 ans qu'ils voulaient faire de l'amélioration continue. Il y avait des cellules d'amélioration continue disséminées à plusieurs endroits, finalement, dans les univers de production. Et le sujet, c'est que ce n'était pas globalisé. Il y a un premier sujet, c'est où est-ce que c'est rattaché? Donc, dans le sens, est-ce qu'il y a une feuille de route globale qui agrémente l'ensemble des personnes qui font de l'amélioration continue? Est-ce qu'il y a une méthodologie qui a été dessinée par le groupe ou par la direction? Et souvent, on se dit, OK, on améliorera les processus ou la façon de fonctionner après, dans le sens où, effectivement, on focalise sur l'opérationnel et il faut d'abord accomplir les objectifs, on s'améliore après. C'est-à-dire que l'excellence, dans le sens de grandir et de faire grandir les équipes et de faire grandir les gens et les processus pour accomplir mieux et plus facilement les objectifs, ce n'est pas vu comme une priorité immédiate, souvent parce que ce n'est pas rattaché à un niveau où ça le demande. Et nous, quand on intervient, on rattache ça directement au board et on demande finalement à avoir un accès rapide au board. C'est un sponsor qui est fort pour faire en sorte que les ressources et que dans toutes les réunions, on mette ça dans un ordre de priorisation qui soit important. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut focaliser sur le problème, c'est-à-dire qu'on commence par un diagnostic de l'amélioration continue, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'y prend pour améliorer de manière continue les processus et les hommes et les personnes et les fonctionnements des équipes et les rituels pour améliorer. Et à partir du moment où il y a une photographie qui est claire, on peut, parce que souvent, enfin, il y a un sujet, c'est que c'est l'homme et des organisations du coup qui sont constituées d'hommes sont déments. Il y a de la démence, c'est ce que dit Einstein, il dit la démence, c'est de faire encore et toujours la même chose en pensant qu'on aura un résultat différent. Et chaque année, les directions vont augmenter les objectifs, augmenter la demande de résultats, vont vouloir toujours fixer quelque chose de plus haut sans changer finalement la capacité des gens à
et à améliorer à la fois les processus et le fonctionnement. Donc, la première chose qu'on fait, en général, c'est un diagnostic. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça permet d'expliquer pourquoi, finalement, on fait toujours et encore la même chose et qu'on cherche toujours à améliorer les résultats sans pouvoir les obtenir parce que, finalement, les gens sont focalisés sur autre chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné la priorité à l'amélioration continue. Et à partir du moment où on le remonte haut et qu'on montre les impacts de continuer comme ça, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui s'est déjà passé les 3 dernières années, on leur montre qu'en fait, la route va continuer dans le même sens. Et à ce moment-là, l'impact, la perception des gens sur l'amélioration continue, sur les projets d'amélioration, change dans leur priorité. Donc ça, c'est un premier retour d'expérience. Après, je ne sais pas, du coup, si Yasmine peut nous en dire peut-être un petit peu plus. Elle nous a dit qu'elle était que c'était rattaché fonctionnellement au DSI directement et qu'ils avaient donc leur propre département EXOP dans la DSI et sponsor fort qui adhèrent à la démarche. Et je viens de voir un message. Et, justement, nous avons augmenté les objectifs, mais indisponibilité des ressources à cause des urgences opérationnelles. Il y a aussi un sujet clé, c'est quand il y a les projets d'amélioration continue et les priorisations qui sont faites, c'est aussi de dédier des ressources. Ça, c'est un vrai sujet aussi, c'est de dédier des ressources. Alors, il faut que ce soit possible, mais pour que ça marche, de dédier des ressources à 100% sur cette partie-là. Sinon, effectivement, l'opérationnel, le quotidien, finalement, reprend ses droits et reprend cette partie-là. Donc ça, c'est un premier éclairage. Dédier 100% les ressources à ces projets-là, ces moments de projet. Et puis aussi, encore une fois, c'est des hommes. Si c'était si facile à faire, ça paraît évident, je vais donner un exemple, sur un temps de shift d'équipe où finalement on va arrêter les machines parce qu'on va nettoyer, on va partir un peu plus tôt et finalement on voit qu'il y a 40 minutes ou 30 minutes qui font que on perd de la productivité. C'est évident, il suffit de le dire pour que non, en fait, ça ne se met pas en place. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va se mettre en place? Finalement, une cohésion, les superviseurs qui vont travailler à comment je le dis, comment je l'annonce, comment je le tiens, comment on le fait en parallèle les uns les autres pour s'entraider et que sur chaque équipe, ce soit mis en place, comment on partage sur c'est quoi les objections, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a comme résistance et comment on les adresse finalement et comment on se soutient en équipe de pairs et au-delà de ça, comment nos managers nous aident aussi, nous accompagnent sur le terrain in situ directement pour que ça puisse se mettre en œuvre aussi. Et ça, c'est du partage humain. Ça, c'est des moments aussi d'équipe, d'animation avec de l'externe aussi, mais d'animation de ces équipes à partager sur comment ils le font, c'est quoi qui marche pas, comment ils le font ensemble, des endroits aussi et des moments aussi où on adresse ce sujet humain qui fait qu'on va fédérer petit à petit. Je pense, Yasmine, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de parler directement avec Lydia et Antoine pour que vous puissiez aller dans les détails de à quoi vous faites face. Et comme ça, vous pourrez avoir leur retour en direct. Je pense que c'est peut-être le plus intéressant au-delà de ce qui a été dit là dans le webinaire, bien évidemment. Mais on est limité par l'écrit. Et donc, peut-être ça peut être intéressant que vous échangiez avec eux directement. On avait également, alors je remonte dans le chat. Et Viviane qui parlait dans le secteur pharma. Oui, exact. Manque de motivation et d'implication des équipes. Exactement. Avec les objectifs globaux et les objectifs perso et individuels qui pouvaient être aussi différents. Donc, est-ce que vous auriez un petit conseil là également, un point clé de démarrage sur lequel qui pourrait aider à démarrer et à enclencher quelque chose? Moi, tel que je vois le sujet avec ce que j'ai comme info là de Viviane, ce que j'entends, c'est que les gens ne suivent que leurs objectifs individuels et ne se préoccupent pas des objectifs globaux. Ça veut dire, et si les marketing est en transverse, ça veut dire aussi que
les objectifs du marketing ne sont pas dans les objectifs des autres directions, ou même si c'est dans la direction marketing, alors ça a besoin de plus d'informations. En fait, ils sont pas concaténés, les objectifs individuels et globaux. Et donc, du coup, ce qu'on fait quand c'est comme ça, quand on intervient dans les entreprises, on leur fait ce qu'on appelle une démarche rôle et responsabilité avec des cartes d'identité des différents départements qui permettent à la fois de clarifier les visions et les missions et de se les partager, et les activités cœur de métier et les objectifs de chacun pour qu'ils soient partagés et qu'ils s'incluent les uns dans les autres. Et ensuite, c'est décliné de manière individuelle. Ce qui fait que déjà, il y a plus d'objectifs qui sont contradictoires. Et donc, du coup, ça va déjà dans le même sens. Et la deuxième chose, si on manque de motivation et d'implication dans les équipes, il y a plusieurs, donc ça c'est la partie organisationnelle dont j'ai parlé, et après c'est la partie plus comportementale. Si on manque de motivation, c'est soit qu'il y a un sujet sur la reconnaissance, dans le sens je me suis déjà efforcé de faire des choses dans un certain sens, j'ai pas été reconnu, donc je vais pas plus loin, donc je m'arrête. Et donc il y a sans doute, souvent quand on regarde les baromètres, quand on intervient dans les entreprises, les baromètres Gallup ou autres, quand ça manque de motivation, c'est que ça manque de reconnaissance. C'est-à-dire que les personnes qui sont en charge des projets ou les gens qui dirigent et qui managent manquent de capacité à reconnaître les gens pour faire déjà ce qu'ils font, même s'ils sont payés pour le faire. Et donc, du coup, ça ne déclenche pas l'envie d'en faire plus et de se dépasser pour l'entreprise ou pour ses objectifs ou autre. Et donc, parce que ce n'est pas uniquement parce qu'on est payé sur des objectifs qu'on va s'y mettre à l'intérieur. Donc, il y a surtout ce sujet de reconnaissance. Souvent. Voilà, moi, je le vois de ma fenêtre, évidemment, en n'ayant pas tout le contexte, comme ça. Et le manque de motivation aussi, il peut venir d'un autre côté, quand c'est personnel, c'est la capacité qu'on a à accomplir l'objectif. Si on se voit manquer de ressources, manquer de clarté, manquer de temps, on peut être démotivé d'avance parce qu'on se dit qu'on n'atteindra jamais l'objectif. Et donc, à ce moment-là, c'est la capacité des managers à coacher et à aider les gens, finalement, à s'inscrire dans des actions qui sont réalisables maintenant pour avancer sur la plan d'action. En fait, là, je dirais renforcer aussi la capacité des managers à coacher et à reconnaître. Voilà pour mon expérience. Après, bien, on n'a pas suffisamment d'infos. Pareil, je vous invite à prendre rendez-vous. On discutera 20 minutes, une demi-heure pour éclairer votre situation, partager quelques tips si vous avez besoin. Voilà. Donc ensuite, on avait également, je crois que c'était Anthony, sur l'objectif qui était de générer des ventes, suite à une forte baisse de vitesse pendant l'été. Donc là, il y a peut-être un contexte de crise qui peut être qui est au cœur de la situation. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça, Lydia et Antoine? Alors déjà, là, je vois pas vraiment l'obstacle encore. Il n'est pas suffisamment clair pour moi. Je vois l'objectif. Ouais, c'est vrai. J'ai des ventes et il y a une baisse de vitesse sur l'été, ok. Mais je ne comprends pas encore l'obstacle qui est là. Est-ce que c'est les campagnes ne marchent plus dans le sens où il y avait des campagnes de pub et puis elles touchaient. Et puis là, maintenant, c'est vrai que le SEO, il y a le SEO et la pub. Aujourd'hui, toutes les campagnes marketing en ce moment, il paraît que ça touche moins, beaucoup moins. Donc il faut y aller avec plus d'impact. Maintenant, ça c'est juste un retour client. Maintenant, voilà, je sais pas, j'arrive pas encore à comprendre quel est le sujet, parce que est-ce que ça se passe au niveau de l'acquisition de leads ou est-ce que ça se passe dans la transformation, c'est-à-dire la transformation de ces leads par des gens qui sont au téléphone ou service client, ou alors des commerciaux qui vont transformer. Voilà, Anthony, est-ce que vous pourriez nous préciser les choses? Si vous avez, voilà, vous pouvez écrire pour préciser les choses.
Sinon, on pourra en discuter en live avec Lydia et Antoine, si vous préférez. Ouais, une entreprise de fourniture, de production, de mise à la terre pour des professionnels du BTP. Okay. Ouais. Et c'est vrai que c'est général des ventes e-commerce. Donc, moi, si j'entends vente e-commerce, c'est directement sur le site. Ouais. C'est de l'acquisition de trafic. Ce que je vous propose, Anthony, c'est peut-être d'en parler directement, voilà, si vous le souhaitez, avec Lydia et Antoine. Je ne sais pas si on avait une autre problématique à laquelle on pouvait traiter. Antoine, Lydia, vous en avez vu une? Je remonte un peu. Après, il y a Tardy qui a besoin d'identifier des cibles pour prospecter et les prioriser. Okay. En conseil et management de transition. L'obstacle, c'est identifier les cibles pour prospecter et les prioriser. C'est mettre en lien finalement sa création de valeur avec des cibles et des entreprises qui auraient des problématiques qui sont en lien avec la partie finance. Ok. Donc là, c'est un travail. Moi, le seul conseil que j'ai à donner là-dessus, c'est bien identifier son positionnement, sa création de valeur, ses offres, et regarder dans quel cycle finalement les clients. Enfin, déjà quelle typologie d'entreprise, hein, effectivement, les grandes entreprises, ETI, PME, dans quel type de secteur elles manquent de ressources en général en finance. C'est qui achète ce genre de prestations. Et puis, dans quel cycle, finalement, il faut aller les chercher? Est-ce que quand elles ont besoin de refinancement, par exemple, ou est-ce qu'elles ont, je sais pas, je dirais du refinancement, ou après, il y a d'autres moments où il y a besoin, finalement, de management de transition en finance. Le principal, pour moi, c'est celui-là. En tout cas, je connais même une participante qui doit être là aujourd'hui, qui s'appelle Sylvia Gallardo, voilà, qui sait faire ça et qui participe au webinaire. Donc, peut-être vous rapprocher. Voilà, tous les deux. C'est tout ce que je peux dire. Et puis, ce qu'on a vu dans les exemples, c'est si vous êtes toute seule, c'est aussi un sujet, mais en tout cas, d'être en équipe à un moment donné, de partager aussi sur d'autres pratiques, ça permet vraiment d'inspirer, ça permet vraiment de regarder les choses sous un autre angle et finalement d'avoir des déclics sur quoi faire et comment faire, donc de ne pas rester seul. Je le dirais comme ça. Parfait. Je pense qu'on est bon, Antoine, non? Ouais. Déjà, il n'y a plus de questions. Je vous laisse conclure. Ouais, pour conclure, écoutez, déjà, merci d'être venu. Merci d'avoir partagé vos problématiques, vos sujets. Ça permet d'enrichir, d'aller plus loin aussi dans les propositions qu'on peut faire. Voilà, comme on vous l'a dit, si vous avez besoin d'échanger, n'hésitez pas, prenez rendez-vous. On répondra à vos questions, on clarifiera aussi les sujets, parce que c'est plus facile à l'oral qu'à l'écrit. Voilà. Et on est ravis d'avoir pu partager ce moment avec vous. Voilà. Merci beaucoup encore, Pablo. Merci à vous tous et toutes. Et puis merci, Lydia, d'avoir partagé aussi voilà, nos deux expériences récentes sur ce sujet. Parfait. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci Antoine, merci Lydia. Je ferme l'événement. Ouais. Parfait.